Bonjour à tous. Bon, je vais vous parler de quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre et à expliquer. J'ai pas encore tout compris de ce que je vais vous dire, mais je pense que c'est suffisamment compris pour pouvoir vous l'expliquer. Alors j'ai quand même pris mon gel sémium 7CH, comme ça va me décontracter. Alors l'origine de ma démarche, mon appartenance à la réflexion ICEP sur les INM et leur évaluation, mon expérience d'analyste de verbatim en recherche qualitative, pour lequel je suis responsable d'un DIU, le seul qui est en France, il faut le dire. Ma familiarisation avec l'approche phénoménologique pragmatique, qui m'a valu de passer un doctorat en sciences de l'information il y a déjà quelques années. Donc je vais utiliser des verbatims, des paroles de patients, puisque c'est quand même à l'ordre du jour, et qui sont extraits d'études sur les INM qui ont été faites au département de médecine générale sur l'activité physique, nutrition et autres interventions psychosociales. Le cadre de la recherche, c'est la complexité, c'est l'intelligibilité du comportement et de l'expérience humaine, avec aussi la notion de granularité des données, c'est-à-dire apporter le plus petit détail à la description, le partage de connaissances, interopérabilité sémantique. L'objectif, c'est d'écrire un système de preuves. Alors, je l'ai mis entre parenthèses parce qu'en recherche qualitative, la notion de preuve n'est pas pertinente pour comprendre ce qui marche dans les INM, comment ça marche, et en utilisant une recherche qualitative, comme l'a dit ce matin Bruno Falissard, c'est-à-dire centrée sur l'expérience des patients, en particulier pour la phénoménologie. Donc le but, c'est de développer des guidelines dans les interventions sur les phénomènes complexes. C'est une commande de l'OMS, en particulier sur les INM. Je vais vous dérouler la problématique pas à pas. Ça part d'un constat d'expérience de chercheur qui fait beaucoup d'analyses de verbatim. J'ai dû en faire entre 500 et 1000, je ne les compte plus. Lorsqu'on recueille l'expérience vécue de patients avec une approche qualitative et phénoménologique, l'analyse des verbatims de récits de patients, ce qu'ils en disent et comment ils le disent, m'a conduite à une hypothèse selon laquelle l'analyse détaillée et la description des conditions d'implémentation des interventions participent de la validité des résultats et de leur efficacité, et même quelquefois plus que l'intervention elle-même, ça a été dit ce matin. Alors, des paroles de patients issues d'un protocole activité physique nutrition. Je vous laisse lire. Il n'y a pas que le protocole qui marche, c'est comme des trucs qui s'imbriquent, des petits leviers. Ce sont des à côté qui nous aident. Si j'étais resté sur le plan médical pur, cela n'aurait pas été pareil, alors que là, c'est un tout, c'est complémentaire. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les patients ont eux-mêmes une intuition de quelque chose qui marche et qui rejoint l'expérience du chercheur. Donc, c'est un véritable défi de la science, ça rejoint ce que disait Bruno ce matin. Comprendre ce qu'on fait quand on fait quelque chose, qu'est-ce qui marche pour améliorer la santé des gens, en dehors de l'ingrédient actif du médicament. Donc, c'est une approche qui est fondamentalement phénoménologique. Globalement, les scientifiques constatent une limite, ça a été dit ce matin, dans les méthodes quantitatives s'agissant d'explorer la complexité, en particulier les essais randomisés. Et tous ces articles que l'on peut lire dénotent un manque de détails sur la description des conditions d'implémentation pour être reproductibles. Alors, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Suzanne Michi, sur les ingrédients actifs des interventions sur le changement de comportement. Elle a utilisé la méthode Delphi avec les questions habituelles dans ce genre de travaux. Qu'est-ce qui marche, comment ça marche, pourquoi ça marche, et dans quelles circonstances et dans quel contexte. Dans l'idée de Michi et les procédures qu'elle a utilisées, elle a avancé une solution qui était de développer une ontologie, qui est une taxonomie structurée et hiérarchisée, ontologie, des domaines théoriques et des techniques associés, conduisant au changement de comportement dans les interventions en santé. Donc, développer une ontologie. Pourquoi créer une ontologie?
Pour partager les connaissances, d'abord, c'est faciliter l'interopérabilité. En particulier, on le dira aussi sur la définition des termes que l'on utilise, mais c'est aussi partager les représentations de connaissances, partager les définitions, les clarifier, et d'éviter ainsi les chevauchements dans les termes au niveau du sens. Créer des consensus, identifier des lacunes de connaissances et y remédier. Globalement, c'est construire des systèmes de connaissances structurés et partagés à partir de concepts. Alors les critiques de Michi par Michi elle-même, c'est des difficultés d'harmoniser les définitions, le chevauchement des termes, la nécessité de se former au codage des analyses pour une validité intercodeur, le problème de la temporalité qui fait varier les données, une confusion entre, je l'ai dit précédemment, entre les conditions d'implémentation et l'intervention même, et un problème de recrutement, puisque dans le Delphi de Suzanne Michi, il y avait une majorité de psychologues issus des USA et d'Angleterre. Dans la voie que nous avons choisie pour repérer, décrire et comprendre les ingrédients actifs, c'est de développer, comme ça a été dit ce matin par Bruno, une recherche qualitative avec une méthode phénoménologique sémiopragmatique dont je parlerai un peu plus loin. C'est-à-dire que le but est d'explorer l'expérience vécue des bénéficiaires et des donneurs de soins. Et quand on dit expérience vécue, il y a les préférences, il y a les croyances, il y a les désirs. Et recueillir aussi les effets des conditions d'implémentation selon le patient. Alors, quelle est la valeur de la donnée vécue? Je dis ça pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'approche qualitative. C'est une question qui nous est quelquefois opposée. Je vais prendre quelques phrases qui vont dans le sens de ce que je veux dire. Le patient est expert de sa propre santé. C'est Canguilhem qui l'a dit il y a bien longtemps. Ces personnalités sont des philosophes ou des phénoménologues, sciences cognitives aussi, et qui mettent l'accent sur le fait que les énoncés en première personne sont infaillibles, incorrigibles. Nathalie Depraz dit même que l'intuition, c'est le critère d'évidence interne. Alors, on a parlé de l'EBM ce matin, mais quand même, cette phrase de Sackett, je vous demande de bien la lire, des guidelines efficaces doivent contenir les meilleures preuves externes, les preuves externes pour la décision clinique, les expériences du patient. C'est très important parce que les médecins ont fait le choix de ne retenir que l'état de la science pour la décision médicale. Or, la vraie science serait d'utiliser les 3 piliers de cette décision médicale, comme l'a écrit Sackett. Claire Petit-Mangère a fait des travaux très intéressants en neurophénoménologie, toujours dans le même sens. Et cette question ouvre à quelque chose qui est aujourd'hui d'actualité, c'est la démocratie sanitaire, c'est la place et le rôle du patient et de sa parole dans le système. Alors, on s'est posé ces questions, mes collaborateurs, comment interroger l'expérience? On a commencé à ça, puisqu'on a dit qu'il fallait l'interroger. On s'est appuyé sur ces courants. Je me dépêche. Alors, on a fini par réfléchir à qu'est-ce que c'est que la structure de l'expérience et quelles sont ses composantes de l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça, en particulier Heidegger, qui avait décrit les existentiaux, qui sont les universaux de l'existence. Il avait surtout décrit la relation au corps, au temps, à l'espace, comme beaucoup de phénoménologues l'ont fait aussi à la suite. Mais en travaillant sur la phénoménologie, on a rajouté tout ce qui est de l'ordre de l'être au monde, c'est-à-dire que dans l'existence, on a tous un être au monde, on est tous dans le même monde, et chaque fois qu'on parle, et on s'en est aperçu quand on fait des analyses de verbatim, les patients font toujours une relation à ces universaux. Alors c'est aussi avec eux qu'on les a complétés par ordre de conceptualisation. C'est un travail qu'on a fait avec Agnès Houdin. Alors selon John Sowa est un expert américain
en intelligence artificielle, qui est un inventeur des graphes conceptuels. Il a dit que deux savants ont influencé la conception de l'ontologie, puisqu'il a fallu qu'on aille voir qu'est-ce que c'était qu'une ontologie, comment on la faisait. Et voilà ce que dit Peirce. La tâche de classer tous les mots du langage, et ce qui est la même chose, toutes les idées, est la tâche la plus fabuleuse d'une tâche logique. Je passe sur Whitehead. Voilà, donc j'en arrive à l'essentiel, mais c'était pour vous montrer comment on est arrivé là. Bon, la sémiopragmatique de Peirce, je l'avais travaillé quand j'ai fait mon doctorat, mais il se trouve que dans la réflexion sur l'ontologie, je me suis rendu compte que c'était un outil extraordinaire pour comprendre, pour mettre en place une ontologie, en particulier sur l'ingrédient actif. Alors son œuvre est immense, il est considéré comme un des plus grands savants américains. C'est le fondateur de la sémiotique. Pour lui, la logique sémiotique, c'est la même chose, et la théorie des signes. À partir de là, il a étudié la logique des relations entre les signes, et il est aussi le fondateur du pragmatisme avec William James et Dewey. Il a aussi réfléchi, parce qu'il a un esprit de système, aux trois types d'inférences. Ce matin, Bruno Falissard vous a parlé de l'induction, qui effectivement, on parle de l'analyse qualitative, elle est inductive, mais lui, il a décrit l'abduction, et je pense que l'abduction est très intéressante, parce qu'elle est au départ, hein, il y a d'autres scientifiques comme Cefaï, qui est un sociologue, ou Dumès, qui ont parlé de la boucle ADI. Hein. Alors finalement, dans toute réflexion scientifique, il y aurait les trois inférences, et non pas une espèce de dichotomie qui serait faite de façon un peu artificielle. Et ça commencerait plus facilement par l'abduction, c'est-à-dire partir de ce que l'on observe, et, y compris quand on n'a jamais observé, avec un effet de surprise, hein, passer à une hypothèse et une déduction, et pour en finir avec un test expérimental et l'induction. Donc c'est artificiel de séparer les trois. Donc vous voyez que cette pensée permet une théorie explicative de la connaissance, et pour ce qui nous concerne ici, une méthode d'analyse sémiopragmatique qui nous permet une description des ingrédients actifs. Alors, je vais être obligé de vous parler de quelque chose d'un peu plus ardu, qui est la phénoménologie sémiopragmatique de Peirce, qui a dit, cette chose est incroyable, c'est que pour définir un phénomène et pour le décrire, il n'y avait que trois catégories qui étaient nécessaires et suffisantes, qu'il appelait les catégories universelles. C'est les qualités la qualité, le fait et la loi. Il les a aussi appelés les trois univers de l'expérience, ou les trois modes d'être. Alors j'ai introduit les trois modes d'être parce que c'est ceux que nous utilisons, qui est proprement phénoménologique. Je suis obligé de vous parler de sa définition du signe, hein, qui est une conception triadique du signe, c'est-à-dire qu'un signe perçu renvoie à un objet qui est l'objet du signe, hein, qui est le signe, l'objet qui est mental, hein, qui est présent à l'esprit, et cet objet passe par un interprétant qui n'est pas un interprète, mais qui est un autre signe, qui est le même ou un signe plus développé, qui revient au signe perçu. Donc cette triadicité, c'est vraiment l'originalité de la pensée de Peirce. C'est du 3 en 1, si vous voulez. Alors, ces trois signes, signe, objet, interprétant, il les a confrontés aux trois catégories universelles, et il a développé des signes pour chaque catégorie, et pour chacun de ces trois éléments. Pour le signe, il y a le qualisigne, le synsigne, le légisigne. Pour l'objet, il y a l'icône, l'indice et le symbole, etc. Donc, il peut faire une combinatoire de tous ces signes, et il peut arriver à un truc qui est effrayant. Hein. C'est quand même c'est un schéma mathématique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il est arrivé à ces conclusions par les mathématiques, dont c'est un crédit. Mais ça, c'est très abstrait. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et pour plus de commodité, et pour le simplifier,
nous avons la coutume d'utiliser les chiffres 3, 2, 1. 3 pour la loi, 2 pour l'existant, 1 pour la qualité. Donc c'est pour désigner les trois modes d'être. Donc finalement, 3, 2, 1 symbolise la structure de l'ontologie. Alors l'analyse textuelle en pratique, avec une méthode phénoménologique sémiopragmatique, consistera donc à découvrir dans le texte les catégories universelles, mais sous leur forme concrète et leur mode d'être, c'est-à-dire pas sous leur forme abstraite, hein, c'est-à-dire sous leur actualisation, comme dit Peirce, dans la réalité concrète. Le terme d'actualisation, c'est à la fois tiré de l'anglais actual, qui veut dire un acte, mais aussi ici et maintenant. Donc il faut comprendre que l'appareil théorique sémiotique général que je vous ai montré, abstrait, n'est là que pour servir des analyses concrètes au cas par cas, en s'appuyant sur le niveau sémantique, le niveau syntaxique, le niveau pragmatique. Hein, donc c'est les mots, les phrases. Alors, ce principe est un principe formel qui instaure une hiérarchie catégorielle, hein, avec des sentiments qui sont incarnés dans les faits et dans les existants, et ces faits et ces existants sont régis par des lois et des concepts. C'est une notion d'encapsulage qu'a mis en avant Peirce. Les liens de présupposition entre ces trois niveaux sont les suivants, comme les poupées russes. Hein, quand vous avez un 3, c'est-à-dire quand vous avez un concept, il y a toujours derrière un existant, et derrière le 2, il y a toujours un sentiment, et ça nous permet de construire du sens avec ça. Alors, comme effectivement, on ne va pas rester sur les notions abstraites de priméité, secondéité, tiercéité, on a défini des équivalents de ces termes généraux. Et vous voyez que pour les qualités, ce que l'on va retrouver dans le texte, dans le concret, c'est des sentiments, des ressentis, etc. Pour les faits, ce sera essentiellement des existentiaux, hein, de l'expérience, en particulier à la première personne, et des actions-réactions, souvent derrière les concepts. Hein. Et pour les lois, bien sûr, on ne va pas trouver des lois dans le texte, hein, mais on trouve des concepts, des généralités, des arguments, et tous ces mots que je vous ai mis qui sont des concepts généraux. Alors, ça mériterait qu'on réfléchisse sur les mots que l'on met là-dessus, et puis comment ça s'articule, tout ça. Hein. Donc les concepts sont les clés des méthodes, qui les incluent dans leur application. Et puis, que deviennent-ils, ces concepts, lorsqu'ils sont situés en acte? C'est le problème. Alors, comment identifier les concepts clés? Vous pourriez me poser cette question. Les études qualitatives qui conduisent à des théories, à des synthèses, permettent effectivement de réduire les textes, justement, de façon conceptualisante. Les métasynthèses qualitatives sur les INM, c'est à l'ordre du jour. Hein. Vous voyez qu'il y a on appelle ça les caisses, les qualitative evidence synthesis. Je pense que c'est très intéressant à faire, hein, c'est-à-dire d'aller voir toutes les études qui travaillent là-dessus et d'en faire des analyses secondaires. Il y a une autre manière aussi, c'est de prendre toutes les méthodes qui étudient le changement et de voir les concepts clés, hein, qu'elles mettent en avant. Par exemple, la théorie sociale de Bandura qui met en avant les croyances, ou Prochaska, l'intention, Triandis, les habitudes. Donc, on va retrouver tous ces concepts qui sont des concepts majeurs. Et donc on peut affirmer que la phénoménologie sémiopragmatique permet de construire une ontologie, parce qu'elle permet de nommer, de décrire, elle permet de classer avec ces notions de relations logiques, et elle permet de les hiérarchiser selon ces relations de présupposition. Alors que Suzanne Michie, elle a utilisé une méthode dite bottom-up ou top-up, top-down, oui, qui est quand même très empirique. Hein. Donc là, on a un principe formel. Alors, comment ça se passe, ça? Comment ça se présente en pratique? Vous allez voir trois tableaux, un par mode d'être, donc 3 de 1. Et dans chaque tableau, trois colonnes
une colonne pour la loi, ses équivalents ou ses propriétés, on va le voir, ce qui correspond à la liste des concepts clés que l'on a vus. Une colonne sur les process de changement ou les techniques, hein, un processus, pas forcément une technique, et puis les verbatims illustratifs. Alors ça donne ça, c'est un peu touffu, hein, mais c'est pour vous montrer comment on fait. Hein, donc, dans la colonne de gauche, il y a la catégorie des régularités, donc avec vous voyez, les connaissances, la présentation d'un protocole. Alors c'est très quand même axé sur le travail que l'on avait fait à PAD sur activité physique et nutrition. Les gens disent cette présentation était un bon accompagnement. Je remercie beaucoup l'infirmière qui me l'a bien présenté étape par étape, les avantages et les inconvénients. Donc vous voyez que tout ça s'enchaîne. Alors pour ce qui est des lois, je n'arrive pas à baisser, à relever là-haut. Sur cette colonne de gauche, il y a les processus. Derrière chaque concept, il y a un processus. Par exemple, la connaissance, hein, apprendre, comprendre, sont des processus qui sont associés à ces concepts. Et puis, dans le deuxième tableau, vous avez la catégorie de l'existence avec les relations avec tous les existentiaux que nous vous avons listés tout à l'heure. Mais là, les process, ils sont situés et en action. C'est la différence avec ceux qui sont au-dessus. Ils sont plus focalisés sur l'existant. Alors, je vous ai mis une phrase de Carole Robert de ce matin. Plus mon corps va mal, plus mon esprit s'apaise. Ça va m'amuser de l'ajouter ici. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien le principe, mais il y a une logique dans tout ça. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de la qualité, quality of feelings, avec encore les qualités de ces existentiaux qui reviennent. Par exemple, la qualité du temps à vivre. Le feelings en action, c'est planifier le temps as you wish, tel que vous le souhaitez. Et je planifiais mon temps différemment et c'était agréable. Voilà le verbatim qui était dans ce travail, donc ainsi de suite. Voilà, donc je vous le remets parce que ça vous a plu, mais voilà ce que ça peut faire. Alors ça, c'est un graphe existentiel, c'est-à-dire c'est ce que vous avez vu précédemment qui est très abstrait, et ce graphe existentiel qui est converti, actualisé. Alors, vous avez une autre façon d'organiser les critères, si vous voulez, hein, et vous voyez qu'on peut faire des parcours phénoménologiques hein, suivant l'intervention que vous traitez, hein, que vous avez en train. C'était très intéressant parce que celui-ci, j'ai réfléchi à ça avec le travail que fait Béatrice Lognos sur l'association, des associations, montrant qu'une association, ça peut être une intervention non médicamenteuse, et c'est un parcours phénoménologique qui est lié aux associations. Vous voyez les paroles de patients, comment on fait ressortir un ingrédient, je vous en cite qu'un. Parler avec des gens comme moi, ça dédramatise. Alors c'est vrai qu'on peut lier, quelquefois avec les étudiants, ils mettent parler, ça dédramatise. Bon, c'est pas faux, mais quand même, hein, ça ne marche pas au niveau du sens. Et ce qui est important là, c'est parler avec des gens comme moi. Hein, et c'est ça qui fait que ça dédramatise, c'est que c'est des pairs, si vous voulez. Et on appelle ça une communauté de destin pour le signifier. Hein, et ainsi de suite. Ce qui fait que la signification à la fin, c'est être avec des gens qui constituent une communauté de destin. Donc c'est un 3, c'est une démarche. Échanger ensemble de tout et de rien, c'est aussi un 3. Dédramatise, confère un esprit d'équipe. C'est une action-réaction en fonction de le fait d'être ensemble, et c'est appréciable, hein, c'est du sentiment. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire des synthèses conceptuelles et théoriques. Voilà comment une autre manière de le faire. Hein. Être ensemble dans une commune de destin dédramatise, confère un esprit d'équipe, est appréciable, rend solidaire. Être dans un autre cadre de soins, c'est un autre type de verbatim. Enlève le poids de la chimio. Vous avez des femmes qui disent
J'étais dans une salle de gym pour faire du sport et je n'étais plus dans une salle d'attente de médecins et c'est du bonheur, hein. Voilà, l'avantage donc de la méthode sémiopragmatique pour comprendre la complexité en santé, c'est qu'elle apporte une ontologie, c'est qu'elle est centrée sur la personne et son expérience vécue et non sur des opinions d'experts comme l'avait fait Suzanne Michi. Elle réduit le nombre de critères à repérer. En fait, il faut bien, une fois qu'on a bien compris ce qui était de l'ordre du 3-2-1, hein, des trois catégories, des trois modes d'être, une fois qu'on a compris ça, il suffit d'organiser les données et ça met de l'ordre, hein. On n'a pas 93 critères à voir et des petits p à calculer. Elle évite le chevauchement des termes. Elle facilite l'accord entre intercodeurs pour le partage des connaissances. Et elle développe une hiérarchisation logique selon un principe formel. Et avec la phénoménologie, elle règle le problème de la temporalité, puisque c'est ici et maintenant, on n'a pas à avoir une variation. Inconvénients et limites, l'appropriation de la terminologie phénoménologique de Peirce, qui n'est pas simple. Le manque d'ouvrages de référence écrits par Peirce même, hein. Il y a une quantité énorme de manuscrits qui sont stockés à Harvard, dont j'ai eu le privilège de voir. Et la formation à l'exploration de l'expérience vécue à l'aide de l'entretien d'explicitation, ça me paraît fondamental parce que si on n'en parle jamais, hein, mais l'entretien d'explicitation, c'est la clé finalement des bonnes données pour faire l'analyse. Développer des qualitatives evidence synthèse, ça me paraît intéressant pour l'avenir. Alors l'ingrédient actif, qu'est-ce que c'est? L'ingrédient actif, c'est la substance active d'un médicament, mais ici, c'est le résultat expérientiel de l'interrelation logique des trois niveaux. Vous voyez que c'est simple finalement. Donc le résultat est un changement, mais qui ne concerne pas uniquement le comportement, comme c'était visé par Michi, mais aussi des représentations, des sentiments et des émotions. Merci de votre attention.